Je vais me faire raser. Bon, ben, voilà. Ça, alors, pour te faire raser, ça, je sais qui on peut trouver. Qui? Bah, Kachanouf. Oh, bah, attends, il joue pas, il rase. Il rase la toundra. Vous l'avez vu, le Kachanouf, il est quand même énorme, ce gars-là. Bon, alors, attendez, j'essaye de voir un petit peu parce que j'ai pas l'impression. Ah, ça y est, ça arrive, ça arrive. On rappelle, mes chers Ténix, que bien évidemment, nous avons un œil énormément fixé sur ce que vous allez nous poser comme question. Hein, pour répondre à toutes vos interrogations. Nous sommes comme ça, nous répondrons à toutes vos interrogations. Toutes. Enfin, alors, on va essayer. Je voudrais juste dire un truc. Oh, purée. Non. C'est extra tennis. Merci à tous. Oh, Steph. Ouais, Stéphane Houdet. J'espère que tu vas bien et que les tournois se passent bien. Quand on vous croise, moi j'adore parler avec vous, tennis et tout ça, mais Benoît Mélin et moi, on n'est pas ensemble. On n'est pas un couple. On ne vit pas ensemble. Parce qu'en fait, j'ai à chaque fois l'impression mais il est où Benoît? Mais on ne vit pas ensemble. On n'est pas un couple. On a une vie aussi à côté. Donc on passe pas non plus H24 ensemble. Donc à chaque fois qu'on se croise, les tennis, ne me demandez pas où est Benoît. Je ne sais pas tout le temps où est Benoît. Voilà, c'est tout. Ah mais moi c'est pareil. Et puis bon, alors il s'appelle Julien. Parce que Obésix, bon, c'est dur à porter quand même. Hein. C'est pas oui, facile, mais maintenant que tu l'as mis, mais maintenant avant que ça revienne, mais bon, c'est mort. Ah, Hein. ouais, c'est bon. top. Enfin voilà, le plaisir de vous retrouver les loups après Cool. cette semaine de dingue. Oui, belle semaine. Hein, bon là il y a une semaine avec le Masters de la Next Gen. Là, bon. J'ai envie de dire, belle semaine, surtout qu'on partait quand même dimanche dernier. On savait pas trop où on allait quand même. Parce que le Roger, on n'était pas sûr s'il venait. Le Rafa qui était blessé, bon voilà. Mercredi noir, faut dire ce qui est. Marc Maury sur le central, il s'est fait huer comme jamais. Parce que en un quart d'heure, Nadal abandonné, Raonic faisait Pauvre Marc. déclarer forfait, donc ça a été un peu une catastrophe, mais en fait, on a eu quand même un beau tournoi. Un beau tournoi. Sauf pour nous les Français. Il y a Steph Houdet, le multi-champion du monde de toute la planète, là, qui est à Bath, à l'aéroport. Il doit partir sur un tournoi. Mais je crois qu'il part sur un master. Je sais pas si c'est pas le Masters. Bah, je sais plus, dis-nous ça, Ouais. Steph, là, avant de prendre ton avion, là. Hein, bon, alors, Forget peut être heureux de la semaine, Fabien Delacour. Ah bah oui, ça, tu m'étonnes. Bah, surtout comment ça partait. Vincent Martranchard, je t'ai vu au Basics. Ah bah, Fallait venir me voir. est-ce que tu étais allé lui faire le bisou? Il y a Mouilleron le captif aussi. Ouais, Mouilleron le captif, ouais. avec Benoît Paire. Ouais. Qui était en vacances à Tel Aviv et puis qui est revenu pour jouer. Alors, je pense qu'il va jouer mercredi, un peu comme ça. Là, pour le coup, il y a deux choses. Un, il sera pas forcément entraîné. Deux, je pense qu'il a pris une bonne petite garantie pour venir. Et après, bon voilà, effectivement, il va jouer mercredi. Il peut peut-être y avoir un match pour se mettre dedans. Mais j'ai envie de te dire, ça va pas être simple son premier tour parce qu'il joue Kenny de Shepper, qui est quand même un gros serveur. Donc il va falloir qu'il se mette dedans. Mais bon, oui, effectivement, il y a Mouilleron le captif. Et il y a d'ailleurs il y a Hugo Humbert qui a pas voulu aller à Milan en tant que remplaçant. Il a préféré aller jouer Mouilleron le captif, faire des points. Tête de série numéro 3, Hugo Humbert quand même dans le tournoi. Hein. Ouais. C'est Lasso de Géré en tête de série numéro 2 et Benoît Paire en 1. Alors, Fabrice Coutelier, les chances de Roger... Bon, on va commencer par le Masters. On attaque le Masters. Les chances de Roger de remporter son 7e Masters vu le niveau affiché samedi. Alors, on rappelle juste, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est tombé il y a quoi? Il y a maintenant 1 heure. Rafael Nadal ne jouera pas le Masters, il a déclaré forfait. C'est même plus embêtant. Alors les abdos, oui, on savait qu'il y avait eu un petit problème aux abdos. Moi j'avais dit au Basics, là, quand il avait déclaré forfait, j'ai dit purée, le mec, il arrive et tout. Et il me dit, mais c'est un classique. C'est un classique. C'est un peu la blessure du joueur de tennis, mais à tout niveau. Hein. Quand vous êtes arrêté pendant quelques temps et que vous revenez à la compétition, très souvent vous avez un peu de stress aussi. Et ce stress vient se mettre très souvent, c'est soit les ischios, soit les abdominaux. Parce que vous forcez un petit peu plus au service. Et voilà. Et donc je pense qu'il a dû se faire une petite lésion aux abdominaux. Et puis ben voilà, il a tout simplement pas pris de risque. Et Stéphane a répondu, hein, il part au Masters de double, jouer le Masters de double, c'est ça, donc c'est bien. Vas-y mon Steph, allez. Moi, j'imagine que tu joues ça avec Nico Pfeiffer, comme d'habitude. Hein, bon, les gars, on est derrière vous. Et on rappelle donc que Nadal ne déclare pas forfait pour les abdominaux à 100%. C'est surtout sa cheville. Donc là, apparemment, il va se faire opérer. Il va subir une petite arthroscopie au niveau de la cheville pour être à 100% pour débuter 2019. Ouais, mais j'ai envie de te dire, tu vois là, c'est là où, mine de rien, maintenant le niveau est tellement fort et qu'il a tellement mis d'énergie. Il ne faut pas oublier que maintenant, ça fait quasiment, allez, on va dire,
15 ans, 17 ans qu'il est sur le circuit. Donc automatiquement, il met tellement d'énergie dans ses matchs que il commence à péter un peu dans tous les sens. Et je pense que ça va être de plus en plus dur pour lui d'enchaîner, et il l'a dit justement au début de tournoi Federer, d'enchaîner des semaines. On va voir, mais c'est inquiétant pour la suite, parce que je pense que le corps commence à dire que c'est pas facile. Oui, de toute façon, on a l'impression qu'il a signé un chèque en blanc sur son physique depuis des années. On rappelle juste que Nadal, ça veut dire que là, il est forfait avant ou pendant le Masters, parce que c'est déjà arrivé, pour la 7e fois sur 14 ans. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, le gars ne peut pas disputer cette fin de tournoi parce que il est blessé. Donc on se rend compte, peut-être grâce à ça, on se rend compte de ce qu'il est obligé de fournir pour réussir à chaque fois à gagner Roland-Garros. Et puis, parce qu'on ne se rend pas compte. On se rend compte aussi, là, pour le coup, ce que fait aussi Federer. Pour lui, être présent et avoir cette longévité de carrière, parce que c'est tout simplement phénoménal. Ouais, et donc, je rajoute une couche pour le pauvre Nadal. Nadal est forfait ou abandonne 11 fois cette année sur les 12 tournois sur dur qu'il a disputés. Donc ça veut dire que ça commence à être quand même très compliqué pour lui. Ça veut dire que c'est-à-dire que la terre battue le tue, quoi. En fait, j'ai envie de dire, c'est à l'opposé de Federer, qui lui ne peut plus jouer sur terre battue pour son problème de genou. Ça ne lui va pas. Et peut-être que au niveau de ses articulations, au niveau musculaire, pour Rafa, lui, il vaut mieux jouer sur terre parce que c'est une surface un petit peu plus molle que sur dur. Alors, pensez-vous que excusez-moi les loulous, Kevin Zeng, pensez-vous que Djokovic pourrait dépasser le nombre de 20 grands chelems de Roger Federer? Alors, vous savez qu'on en parle tous. Parce qu'on est en train de se poser la question, il y en a même un, Franck Ramella du journal Équipe, qui me disait, mais écoute, ou je ne sais plus si c'est Vincent Cognier ou Franck Ramella qui me disait, mais je me demande même si, là, dans les années à venir, il n'y a pas Rafa qui va réussir à dépasser Federer, et pourquoi pas Djokovic. Voire que Djokovic se retrouverait même 3e dans toute l'histoire des grands chelems remportés. Et c'est vrai que tout le monde se pose cette question. Mais c'est quand même loin. Hein. On vous rappelle que Djoko est à 14 grands chelems. Federer 20 et Nadal 17. Enfin, c'est quand même énorme, 6 grands chelems. Mais regarde, par exemple, tu vois, par rapport à Rafa, je pense que ça va être de plus en plus dur pour lui sur dur. Donc ça veut dire que sur les 4 grands chelems, tu en as déjà 2 sur dur. Ouais. Donc ça quand même, ça devient pas simple. C'est soit sur gazon, pas sûr qu'il a gagné très souvent. Et c'est après Roland. Et sinon, c'est sur terre. Donc, tu vois, déjà là, c'est plus compliqué. Maintenant, Djokovic, j'ai envie de dire, s'il y en a un qui peut titiller, Rafa, je pense pas. Mais s'il y en a un qui peut titiller Roger, c'est Djokovic. Parce que, juste comme ça, pour faire un petit retour sur Federer, Alain, qui nous a fait quand même un énorme tournoi, un super match contre Nishikori, un très grand match contre Djokovic. On rappelle quand même qu'il est arrivé à Bercy en disant qu'il était pas là pour gagner, hein. Il était là pour s'entraîner. Pour faire des matchs. Et que la place de numéro 1, il n'y pensait pas. Hein. Et Roger, tu nous prendrais pas pour des... Non, tu nous prends pour des glands, là, hein, c'est pas possible. Parce que je vous rappelle quand même que si Federer s'est peut-être défoncé comme il s'est rarement défoncé sur un match comme ça contre Djokovic à Bercy, c'est parce qu'il devait absolument gagner ce match contre Djokovic pour avoir encore une chance de finir numéro 1 mondial. Après sa défaite contre Djokovic, c'était fini. Et comme par hasard, je peux vous dire que le match, il a été plutôt tendu entre les deux. Hein. Et d'ailleurs, pour l'histoire, je pense que ça a été la conférence de presse la plus rapide de l'histoire de Roger Federer, parce qu'il a fini son match 10 minutes après, il était en conférence, et je pense que 20 minutes après, il était dans la voiture pour l'hôtel, et voire même le Bourget pour reprendre un avion, pour rentrer à Bâle. Comme Djokovic, hein. Après la finale, ça n'a pas traîné. Hein. Je crois que ça a dû durer 3 minutes, la conférence de presse, et tout de suite après, et il s'est cassé. Bon, voilà, les mecs sont sur autre chose. Mais on rappelle donc que les enjeux sont quand même dingues sur ce Masters, parce qu'on sait que Djokovic, de toute façon, finira l'année numéro 1 mondial. Voilà, ouais. Ça, c'est sûr et certain. Ça veut dire que là, il finit l'année numéro 1 mondial pour la 5e fois. D'accord? Ça veut dire qu'il égale et Federer et Connors. Et que s'il finit 6, encore une fois, pourquoi pas? Je ne vois pas en quoi Djokovic pourrait ne plus finir numéro 1 mondial. Ouais. Le record, c'est Sampras, qu'il avait fait 6 fois d'affilée de 93 à 98, mais c'est le grand record. C'est le record que personne n'a jamais réussi à battre encore une fois. C'est Sampras. Et Djokovic peut battre ce record-là. Il y a aussi le nombre de Masters remportés. Le record, c'est Federer. Combien il en a gagné?
Mais il est à 32 ou 33, non? Non, de Masters. Ah, de Masters, Masters de ouais, pardon. 6, Hmm. Federer. Djoko, il est à 5. 5. Donc si Djokovic gagne le Masters cette année, il passe à 6, il égale Federer. Enfin, vous voyez, il y a toutes ces petites tablettes. Et ça, s'il y a un truc que Federer aime, c'est avoir cumulé tous ces records là. Le nombre de numéros de semaines passées numéro 1 mondial, nanani, nanana, tout ça, il adore ça. Et là, Djoko est en train de grignoter petit à petit. C'est énorme. Alors, est-ce que Djokovic, pour toi, là sur ce Masters, puisqu'on vous rappelle qu'avec le forfait de Nadal, Djokovic et Federer ne se joueront pas en Pas dans poule. la même poule, ouais. Donc s'ils se jouent, c'est peut-être en demi si il y en a un qui finit deuxième et Voire l'autre premier. finale. On verra bien. Voire finale. Est-ce que tu penses que Djokovic est le grand favori de ce Masters? Encore une fois. Moi, j'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te dire oui, parce qu'en plus, t'as pas Rafa, t'as pas Del Potro. Tu vas avoir, entre guillemets, des joueurs un peu plus mûrs qui arrivent sur Masters. Et il faut pas oublier qu'il y a une chose très importante, c'est que pour ce qui va se desservir, entre guillemets, Federer, c'est que d'entrée, tu joues un mec qui joue grave. Alors que Federer, il aime bien, tu vois, rentrer un petit peu dans son tournoi, comme là, c'était le cas. En plus, il a eu de la chance, il a eu de la réussite avec le VO de Raonic. Donc, je pense que, ouais, moi, Djokovic, je vois Djokovic. Même si, alors je fais peut-être un petit bond en avant par rapport à notre Facebook, même si j'ai trouvé que sur le dernier match, là, la finale contre Kachanov, j'ai trouvé qu'il a eu un coup de pompe début du deuxième set. Coup de pompe, là, je lui mets même un tacle. Le coup de pompe, ça peut arriver, mais un peu boudeur. Limite, c'est pas je balance, mais on n'était pas loin. Jusqu'à 5-4, il a remis un petit coup de boost pour essayer de revenir dans le match. Mais de 2-1 jusqu'à 5-4, on a l'impression qu'il jouait serre isolé, désamorti, tentait un peu n'importe quoi. Mais j'ai trouvé son attitude limite. Mais en attendant, je le vois favori sur le Masters. Alors, je vais peut-être même en rajouter une chose, histoire même si ça peut vous froisser un petit peu. J'ai pas aimé l'attitude de Zverev non plus sur son match contre Kachanov, même si apparemment il était un petit peu blessé. Mais bon, j'ai trouvé que ça manquait d'humilité, un peu tout ça. Et ben, je dirais la même chose pour Djokovic. Quand on a eu la conférence de presse après sa victoire contre Federer, on a pu parler avec Marianne Vajda et tout ça, tu avais l'impression que c'était quasiment fait, cette victoire à Bercy. Que Kachanov, il ne pensait pas que Kachanov serait capable d'élever son niveau de jeu pour, allez, déjà remporter son premier Masters 1000, et puis en plus battre Djokovic qui en était à 22 matchs gagnés d'affilée, enfin le mec que personne n'a réussi à battre. Et je vous rappelle que le début de la finale, Djoko, il est à fond, hein. Il n'y a aucune fatigue dans Djoko. Hein. Bah, le premier set. Il sert pour mener 4-1. Il est à 2 points du set, là, à 0,35-4. Avec Obésix, on se disait, oh là là. Ça... Et là, tout d'un coup, il y a eu. On s'est rendu compte que Kachanov déjà était capable de hausser le niveau de son jeu pour se mettre au niveau de Djokovic et même de jouer mieux que lui. Et intelligemment. Et intelligemment. J'ai envie de dire, pas que des frappes, des grosses frappes dans tous les sens, intelligemment, en venant même chercher un peu les points au filet. Alors, c'est marrant parce que je pense que ça peut être même une évolution du jeu dans la globalité, c'est qu'il vient pas au filet sur, je veux dire, une montée au filet. C'est un peu de la montée à contre-temps. C'est qu'il met un peu en difficulté l'adversaire quand il voit que l'autre est en difficulté, là, il monte au filet. Tu vois, c'est pas de l'enchaînement... pas ça isolé, mais de monter au filet. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Ouais. C'est plus un peu du contre-temps. Ouais. Et je pense que ça, c'est une belle évolution tactique que beaucoup de joueurs devraient prendre dans leur jeu. On parle de la demi-finale Federer-Djoko, les gars, du très haut niveau. Rien à dire. Ouais, moi j'ai trouvé que si tu dois mettre ça... Alors attention, hein, parce que tout le monde était parti, c'est le match de l'année. On a tendance à oublier les énormes combats qu'il y a eu tout au long de l'année, parce que là, on est en train de le vivre en ce moment. Mais on va pas oublier Wimbledon, on peut pas oublier le Nadal Del Potro, le Nadal Del Potro, le Nadal Djokovic en demi-finale, oui, mais était complètement dingue. Le Nadal Kachanov à l'US Open était dingue. Le Nadal Team était dingue à l'US Open. Enfin, voilà, il y en a eu des matchs de fou. Mais c'est vrai que là, cette confrontation, on l'attendait. Et même on regardait ça tous les deux avec Obésix, on se posait la question de savoir qui a le plus peur en fait dans ce match. Et on se disait, mais c'est peut-être Federer en fait, parce que est-ce qu'il n'a pas peur de se prendre une doudoune? Parce que à la base, tu te dis, ça peut être dangereux quand même pour lui ce match contre Djokovic. Et tu te rends compte que... Est-ce que tu crois que... En quoi Federer, tout d'un coup, a réussi à poser des problèmes à Djokovic? Parce qu'il a varié. Pour moi, le jeu, le tennis idéal, c'est fait de variations. C'est le slice, c'est une frappe recouverte, c'est venir un peu au filet, c'est de proposer un style de jeu qui est tout le temps différent à un adversaire. C'est comme cela qu'il a réussi à gêner Djokovic. Maintenant,
quand tu regardes la totalité du match, mais Federer, il est comme ça, il est la tête en dehors de l'eau, du premier au dernier point. Hein. Ouais. Il est tout le temps sur un fil. Autant ouais. Djokovic, tu as l'impression qu'il dégage une sérénité et une maîtrise, mais Roger, il est tout le temps au taquet. Quand on voit la stat, et c'est là où il a pêché le lendemain contre Khachanov, Djokovic, c'est qu'il se procure quand même 12 balles de break sur Federer, il en fait 0. 0 sur 12. Et le lendemain C'est sur dingue. Khachanov, ces balles de break, il s'en procure quelques-unes, il est proche de faire le break, il les fait pas, et là, pour le coup, ça se retourne contre lui. Mais je pense, s'il arrive à faire, pas les 12, mais s'il en fait une ou deux, ça fait 6-4, 6-4, et c'est bouclé, ou 6-3, 6-4. Ouais. Et on parle pas du match d'un 7-6 au troisième. Donc tu vois que Federer, il est vraiment limite la tête sous l'eau, mais tu vois aussi que dans les moments importants, il plie. Il plie, tie-break du premier, il mène dans le tie-break. Il mène 4-2, 3-1, 4-2. Il plonge. Alors le tie-break du troisième, il passe complètement au Et alors travers. pourquoi? Là, tout le monde s'est posé cette Parce que question-là. moi- On lui a posé la question. Moi, je pense qu'il a un jeu qui est tellement à risque que si la balle n'arrive pas dans le bon timing, comme il le souhaite, comme il veut, dans un rythme, dans une zone qu'il affectionne, là, tu commences à être en difficulté. Je sais pas si tu te rappelles dans le tie-break, il doit faire 2 ou 3 bois, ne serait-ce que dans le tie-break du troisième côté revers, parce qu'il veut venir prendre la balle tôt, comme il sait le faire, comme il l'aime, mais la balle n'arrive pas pile au moment où il veut. Il y a un petit peu de fatigue qui s'installe, donc tu es un peu moins rapide, tu vois. Après, c'est beaucoup de choses comme cela, mais je pense que, mine de rien, quand tu regardes sa saison, dans les moments chauds, dans les moments où c'est tendu, très souvent, Roger est passé un petit peu au travers. Ouais, parce que, attention, On a là, perdu. je vous ai vu, vous dites, comment a-t-il fait pour rater le tie-break du troisième? On est à 3 heures de match. Bon, et puis, il faut dire quand même que Et il n'y a là, que 2 erreurs. Là- Enfin, il y a un coup droit qui sort en longueur et la double faute. Bon, ça le crucifie, d'accord. et puis en plus, c'est là où moi, j'ai vraiment, je trouve que l'accent est fabuleux, c'est que devant sa télé, alors j'espère que vous avez beaucoup été à Bercy, mais quand tu es devant ta télé, c'est écrasé. Là, moi, ce qui m'a impressionné sur la plupart des joueurs, c'est la vitesse de réaction. La vitesse de réaction, la vitesse de mise en place et les défenses. On a l'impression que maintenant, les défenses sont devenues des attaques. Et au niveau des jambes, mais ça tricote à une vitesse. Et là, c'est là où tu te dis que voilà, ça se joue, mais à tellement peu de choses que Djokovic. Moi, je trouve quand même que dans la globalité, sauf peut-être sur Khachanov, qui a été, voilà, c'était peut-être son tournoi, dégage une sérénité, une solidité en fond de cours qui est exemplaire. Oui, il y a Eric qui dit Roger n'a pas perdu une seule fois son service dans le match. Hein, oui, non, Il y a des balles de break, mais il ne le perd pas. mais il y a eu mais 12 balles de break. Vous vous rendez compte la pression monumentale à chaque fois parce qu'il est allé les chercher en plus ces balles de break. Alors des fois c'était limite Un avec peu des de trucs. réussite. Toujours est-il que ça grignote aussi. Ça fatigue. Ça a fatigué certainement Djokovic. Forcément. Vincent Martin-Charles, je ne critique pas Federer sur ce match-là. Je ne critique pas du tout. C'est qu'il a une façon de jouer qui est tellement à risque que, voilà, si c'est pas dans la bonne zone, si c'est pas comme il le souhaite, c'est là où ça se complique. Mais je ne critique pas du tout Federer. Parce que, mine de rien, voilà, faut dire ce qui est, à 37 ans, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Mais souvenez-vous du Federer de l'an dernier. Bon, là, on a touché l'extraordinaire, l'indicible. Mais il avait encore cette capacité à reculer des fois, à accepter le combat, à réavancer, à prendre la balle tôt, à surprendre. Mais il arrivait à décrocher de sa ligne de fond de cours. Alors physiquement, il faisait cet effort-là. Pas cette année. Cette année, il est bloqué sur sa ligne de fond de cours et tu te rends compte que s'il recule, il n'a pas la possibilité de revenir. Donc, il prend un risque dingue. C'est très compliqué. Je voudrais répondre à une question de Matt Mez. Tu peux critiquer son chip de revers au retour de... Non, je ne critique pas. Parce qu'il y a deux écoles. Soit tu te mets très très loin et avec un revers à une main pour relancer une deuxième balle, c'est très compliqué. Lui préfère venir à l'intérieur du court, lancer l'échange et après se mettre en place. S'il tente des revers recouverts à chaque fois avec un revers à une main, vu les lifts des adversaires, c'est injouable. À deux mains, tu peux t'en sortir, mais tu ne fais pas que des coups gagnants. À une main, si tu n'es pas 200% dans le retour, tu perds quasiment le point. Maintenant, il y a aussi une chose importante, c'est qu'on voit Federer. Les gens s'attendent à chaque fois, oui, Federer, qu'il fasse des coups gagnants, des coups entre les jambes, des amortis rétro. Non, mais le tennis, les amis, c'est pas ça. Un coup entre les jambes, un rétro, c'est 2 points sur, on va dire, 150 points joués. Le reste du match, c'est quoi? C'est essayer de ne pas faire la faute, c'est essayer de contrer tactiquement l'adversaire. Donc, parfois, on dit, ouais, il joue pas bien. Non, il joue pas bien, il joue son tennis. On veut tout le temps voir, je pense, tellement beau Federer qu'on en oublie la base même du tennis. Et après, n'oubliez pas que ce
ce petit chip de revers là, qui fait un retour un peu flottant à la jambe Rotra, là, à la Henri Cochet, c'est une balle que les autres n'ont pas l'habitude d'avoir. Même Djokovic, on s'en rendait compte que ça l'embêtait ce truc-là. Et c'est pas son style de jeu de se mettre 2 mètres, comme on va dire, allez, à la Nadal. Type, non, on va prendre un revers humain, un Wawrinka, oui. Stan qui se met beaucoup plus loin. Ou Tim. Voilà, bah oui, ou Tim. C'est pas son style à Rafa. Donc il préfère venir prendre la balle. À Federer. Pardon. Lancer l'échange. Et puis voilà, à partir du moment où l'échange est lancé, et en plus, effectivement, les adversaires ont moins l'habitude maintenant de jouer ces petits slices un peu rasants, un peu bas, surtout sur un Djokovic qui a un revers à 2 mains. Une balle un peu agressive, rasante, est beaucoup plus difficile à relever. Donc voilà, non, c'est pas un coup qui va faire gagner, mais qui peut embêter. C'est un coup qui peut rater, qui peut embêter, qui peut faire rater, mais c'est effectivement pas un coup qui va faire des coups gagnants et qui va mettre réellement en difficulté l'adversaire. Mais ça le neutralise. Parce que dans le 3e set, je ne sais pas si vous avez vu, mais justement, à force de faire ça, Djokovic avait un souci. Parce que s'il jouait son revers long ligne, il arrivait sur le coup droit de Federer, qui avait un angle ouvert pour frapper son grand coup droit croisé. Et là, Djokovic se retrouvait en train de crisser du pneu de l'autre côté en élongation faciale. Là. Ou alors, il se disait, je vais jouer sur le revers de Federer. Bon, mais si sa balle n'était pas suffisamment longue, si elle était au bon endroit pour Roger, je ne sais pas si vous avez vu les revers londines qu'il a lâchés dans le 3e set, mais c'était le grand Federer. Parce que la balle de Djokovic n'avait plus la même intensité et la même longueur de balle à cause du combat. Ça a été, tactiquement, ça a été dingue. Hein. Et physiquement et mentalement. Effectivement, si on prend tous ces compartiments-là du jeu, ça a été un combat titanesque. Mais encore une fois, je pense que Djokovic, en finale, y est allé un petit peu la fleur au fusil en se disant Kachanov ne sera pas à mon niveau. Il tiendra pas. Et d'ailleurs, moi j'ai envie d'en parler de Kachanov parce qu'on parle de Federer. Allez, Kachanov. Et je voudrais répondre à Manon Petitpas. Est-ce que c'est un one-shot? Pour moi, je ne pense pas. Bon. On en avait parlé un peu avant le tournoi. Pour moi, sur la fin de saison, moi je vois top 10 Kachanov l'année prochaine, voire même au Masters. Et je le vois s'installer parce qu'il a vraiment... Alors en plus, il gagne. Donc il a passé un cap tactique. C'est que la puissance, il l'avait, les coups, il l'avait il y a encore quelques temps, mais il n'arrivait pas, c'était les montagnes russes, et surtout, il pouvait commettre beaucoup de fautes directes. Là, il a mis un peu de nuance dans son jeu, ça veut dire qu'il vient de temps en temps au filet, il gratte un peu plus la balle, il est un petit peu plus patient, il n'essaye pas à chaque fois d'allumer. Et là, je trouve que cette intelligence-là, il l'a eu tout au long de la saison, faut pas oublier, alors, effectivement, je me répète par rapport à ce que j'ai pu dire sur Canal, mais il part 45, il finit 11 cette année. Donc ça prouve qu'il a gagné un maximum de matchs. Et puis surtout, c'est qu'il n'a que 22 ans, mais il a pris aussi de la maturité, je pense, dans la tête. Parce qu'on se rappelle parfois de ses coups de sang. Il en aura, je pense, encore. Mais je pense que voilà, il a pris conscience de pas mal de choses. Oui, parce que après, il faut s'imaginer ce qu'il y a dans la tronche de ces gars-là. Parce que voilà, c'est la génération. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en dehors du cadre. C'est la génération Zverev et tout ça. C'est quoi la différence entre Zverev, par exemple, et Kachanov? C'est quand même 2 joueurs qui... Enfin, Zverev est top 5, mais on peut très bien imaginer que Kachanov sera top 10 assez rapidement et top 5. Il y a déjà un point technique où Kachanov est meilleur que Zverev, c'est la volée. C'est que quand il vient dans des conditions... là, il n'y a pas photo. Très souvent, Kachanov vient déposer la volée et il la rate pas. Zverev, là, c'est vraiment un sujet, je pense, d'entraînement et d'interrogation sur l'intersaison, c'est la volée. Parce que très souvent, il rate. Et je trouve que sur cette fin de saison, il y a un peu plus de sécurité dans le jeu de Kachanov que dans le jeu de Zverev. Et effectivement, pour revenir sur le match de Zverev-Kachanov, effectivement, ça manquait peut-être un petit peu d'humilité du côté de Zverev. Il a lâché un peu tôt, je trouve. Ouais. Après, effectivement, on a vu qu'il se faisait manipuler depuis le début de la semaine, même à l'entraînement, au niveau du bras, au niveau de l'épaule. Bon, peut-être qu'il était un peu touché, mais t'as senti que le mec, je vous rappelle qu'avec Juan Carlos Ferrero, ça s'était mal terminé à cause de ça, justement. Dans l'attitude de Zverev, Ferrero n'avait pas aimé, justement. Il n'y avait pas la grinta que lui avait envie de voir comme Bruguera avec Gasquet. Comme voilà, les Espagnols, eux, c'est tu te tues sur le court, sinon tu sors, quoi. Et voilà, on a l'impression que Zverev l'a pas. Alors que Kachanov, tu te rends compte que le petit pépère, il est quand même à fond. Il y a ton papa qui téléphone, dis donc. Il y a mon père, mais c'est pas grave, je répondrai pas. Père d'Obésix, oui. Il a un papa, c'est un druide. C'est un druide gaulois. Il prépare des mixtures étranges. On rappelle juste que si on peut mettre aussi une petite différence là-dedans, puisque tout le monde en parle de Kachanov, 1m98 Kachanov, c'est la taille de Zverev. C'est la taille de Del Potro, par exemple, vous voyez. Kachanov fait 1m98, j'ai vérifié, pour 87 kilos.
Del Potro fait 1m98 pour 97 kilos. 10 kilos de plus. C'est énorme sur un cours de tennis. Safin, puisqu'on parle beaucoup aussi de Safin par rapport à Khachanov, faisait à peu près le même poids, 88 kilos, mais plus petit, 1m93. Mais c'est vrai que ces deux joueurs se ressemblent quand même étrangement. Ouais, alors après, voilà, on a eu Federer avec Dimitrov. Oui. Maintenant, on a la comparaison Safin. Khachanov, mais après, effectivement, quand tu regardes le revers, moi, voilà, le revers de Khachanov et le revers de Safin, c'est un copier-coller technique. Oui. Mais après, effectivement, il est russe, il a de la frappe, voilà, il a un peu de Marat Safin. Mais où tu as raison, c'est qu'il se déplace comme un joueur d'1m80. T'as pas l'impression que de temps en temps, il s'en mêle les pinceaux. Autant Del Potro, parfois, tu as l'impression qu'il a des baguettes à la place des jambes. Lui, pas du tout. Donc c'est ça qui est fabuleux. Et par rapport à sa saison, il peut bien jouer sur toutes les surfaces. C'est là où il y a aussi, pour être très bon et pour faire partie des meilleurs mondiaux, il faut bien jouer, c'est sur la longueur, c'est sur la régularité. Et à partir du moment où tu peux bien jouer sur toutes les surfaces, ben là il va pouvoir aller chercher des points sur tous les tournois. Stéphane Kempank et Medvedev. Daniil Medvedev, je le mets pas encore au même niveau. Hein. Moi, alors j'ai envie de dire, c'est plus un artiste. Moi, il me fait penser un peu à un artiste, Medvedev. Plus de joueurs de coups. Il peut bien jouer, il va peut-être nous faire vibrer sur quelques tournois, puis après derrière, hop, il va peut-être y avoir de nouveau une baisse de résultats. Moi, je le sentirais un peu plus comme ça, parce que il fait un peu artiste, Medvedev. Donc je rappelle juste pour en finir avec Khachanov, avant le tournoi de Bercy, il avait joué 18 fois des top 10. 18 fois des top 10, il en avait battu 2. 2 seulement. Là, à Bercy, il arrive, il en bat 4 d'affilée. Quand même énorme. Alors, il y en a qui vont me faire des bémols. Oui, Isner, il passe, mais enfin, il sauve quand même 2 balles de match. Derrière, il bat Zverev. Oui, d'accord, mais Zverev apparemment était blessé. Après, il bat Thiem. Oui, mais Thiem, après ses combats contre Tchoric et machin, il était cuit. Et il bat Djokovic. Oui, mais Djokovic était cuit après Federer. Bah oui, mais bon. Bah non, mais il l'a fait. Il faut quand même les battre, ces mecs-là. Puis sur le papier, il l'a fait, c'est réglé. Je veux dire, il n'a pas la peine d'aller chercher des excuses. Après, effectivement, c'est là où c'est la beauté et la cruauté du tennis. C'est qu'il sauve balle de match sur Isner. Il prend un ace, parce qu'il sauve quand même aussi des balles de match, 2 balles de match sur le service de Isner. Hein. Il prend un ace, voilà, c'est réglé, on n'en parle plus de Khachanov sur cette semaine-là. C'est la beauté et la cruauté du tennis. Ouais, et donc, on n'oublie pas non plus que Khachanov, cette année, on a son match contre Nadal à l'US Open qui dure quasiment 4h30 sur 4-7. Hein. Ouais. Ça me faisait penser au combat que Paul-Henri Mathieu avait fait à Roland contre Nadal aussi en 4-7, un truc de malade. En 8e, ouais. Voilà. Bon, après on verra. Mais quand tu arrives à tenir la cadence comme ça contre Rafa, et après il l'a séché, hein, malheureusement, Rafa il n'a pas pu aller loin derrière. On rappelle que à Roland Garros, il fait un 8e. Il perd contre Zverev en 5-7 alors qu'il menait 2-7-1. Hein, c'est quand même énorme. Et à l'Open d'Australie, 3h45 contre Del Potro. Là aussi, un match de mutant. Il y a qu'à Wim. Oui. Où il perd sur Djokovic, voilà. Assez sec. Mais sinon, il se prend 3-7, 4-2 et 2. Ouais, et peut-être même que Djokovic avait encore ça en mémoire. Donc, tu vois, c'était... Mais bon, Khachanov. Alors, je vous vois, hein, vous êtes tous là, et Tchoric, et Medvedev, et Tsitsipas, et Rublev. Ben oui, mais c'est ça qui est génial. C'est que là, on est en train de se rendre compte que, il y a peut-être cette fin de génération et cette nouvelle génération qui arrive, avec tous ces mecs-là qui sont aux portes là, et qui confirment. Non, mais c'est là où c'est intéressant, parce que beaucoup disent qu'il n'y aura pas de relève, il n'y a pas de jeunesse qui arrive derrière. Si, ils sont là. Alors certes, ils n'ont pas 15 ans, ils n'ont pas 17 ans, parce que le tennis est fait comme ça et que maintenant il faut avoir une certaine maturité. Même si, voilà, pour moi, Tsitsipas a été tout simplement exceptionnel cette année. Mais voilà, d'ailleurs, il fait le Masters des Next Gen. Il y a des chances s'il est concentré, s'il est appliqué. Moi, soit lui, soit Tiafoe qui va remporter le Next Gen. Oui, on verra. De toute façon, avec leur format. Oui, le format est tellement particulier. Aucun Français dans tous ces noms. Effectivement. Non. Ah bah non, là, on en est très loin. Hein. On part de loin. Effectivement, il y a Corentin Moutet qui a perdu quelques points, donc il est redescendu 140, 150 mondial. Il y a Hugo Humbert qui est rentré dans le top 100. Mais attention, il ne faut pas oublier qu'Hugo a fait tous ses points sur des challengers. Là, il est rentré top 100. Donc, ce qui va être compliqué maintenant, ça va être son début de saison. Il va avoir l'opportunité de rentrer dans les tableaux finaux de 150, Grand Chelem à l'Australienne. Mais là, tu rentres dans le grand bain. Quoi. Et c'est ce que j'allais dire. Attention de ne pas se griller les ailes, d'aller jouer que des mecs du top 100, parce que peut-être que son niveau régulier à Hugo est peut-être plus 120, 130
que top 100 actuellement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, De voilà. toute façon, il faut toujours faire gaffe. Souvenez-vous, enfin, c'est l'histoire du jeu en permanence avec des joueurs comme ça, un peu jeunes, qui arrivent à montrer, à sortir la tête du lot. Et puis tu te rends compte qu'après, il y a l'année de confirmation. Bah, c'est ça. C'est Ou alors, compliqué. et j'espère me tromper, Hugo va faire une traversée. Super, tu vois, mais super, ça, super. je Mais le ça, souhaite pour lui. Mais tant mieux s'il y arrive. Mais c'est tellement dur. Parce Mais- que bien évidemment, on n'a pas parlé de Chapovalov non plus. Enfin, voilà, il y a tous ces fous là. Mais c'est ce qu'on disait hier au dîner. Parce qu'on a dîné. Parce qu'on est pas non, que mais, en fait. non, mais pour moi, je trouve que maintenant, il y a une telle densité dans le top 100. Voilà, il y a des joueurs qui peuvent du top. On voit Copil à Bâle, il fait une trouée, boum, parce qu'il sert excessivement bien. Voilà. Et puis il est en fait confiance. il y a des joueurs qui peuvent battre maintenant, pas n'importe qui, mais qui peuvent faire des grosses performances. Donc je trouve que le niveau est tellement fort maintenant qu'on ne sait pas à quoi trop s'attendre. Alors, qui va gagner le Masters? Ok, vous êtes à fond sur le Masters. Hein, vous êtes à fond sur le Masters. Moi, je dis Djoko. Alors, juste un truc comme ça, parce qu'à un moment, on en parlait aussi avec mon Paxé, là, et on se disait, mais par exemple, là, donc on sait que les deux remplaçants, c'est officiellement Kachanov et Tchoric. Tchoric qui, logiquement, devait aller se préparer sur terre battue. Je pense qu'il va y aller au Masters, hein. Parce que quand tu es remplaçant, Oui, bah oui. c'est un moment où on se disait, mais combien il touche le mec qui va juste comme ça attendre au cas où? Alors rien qu'en étant remplaçant, le mec il est payé 96 500 euros. 100 000. C'est bien quoi, 100 000. 100 000 dollars la Hein semaine pour ne pas jouer. Pour pas jouer. Et Parce puis que bon, normalement, pour pas jouer. Après, t'es pas sur les photos, mais t'es et là. ben quand voilà. même. Et après, bon, on rappelle que chaque victoire de poule, c'est 203 000 dollars, machin et compagnie. Bon, après, celui qui est invaincu, c'est jackpot, bien évidemment, c'est un peu plus de 2 millions d'euros, 2 millions 300 et quelques, je sais plus combien. Mais alors, qui va gagner? Parce que là aussi, j'ai regardé cette petite chose, ça m'intrigue. Parce que on a quand même un Djokovic archi favori, bien évidemment. Federer qui devrait être aussi légèrement favori dans sa poule. Vu ce qu'il nous a montré, vu qu'il a été capable d'enchaîner quand même Bâle et Bercy, même s'il a profité du forfait de Raonic, il a quand même fait 2 très gros matchs contre Nishikori et Djokovic. Donc, bon, le gars, tu crois on peut imaginer qu'il est tout à fait capable de sortir de sa poule, quand même, on espère, et qu'il aille pourquoi pas en finale Bah, contre le 2 sur Djoko. 4, Ok. Parce que qu'est-ce qu'il y a après? Vous avez, j'ai regardé, vous avez Isner-Anderson. Jamais joué le Masters. Isner, je vous rappelle que lui, il est quand même sur les rotules. Le gars nous a fait, depuis sa finale gagnée à Miami, il est là, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi à Wimbledon. Il a été papa. Enfin bon, tout ça fait en sorte que le mec, il arrive peut-être déjà un petit peu cramé. Bon, Anderson, pour moi, il est raide. Le mec n'en peut plus. Lui, il a commencé carrément en Inde. Souvenez-vous, il avait fait la finale à Pugnet contre Simon. Il avait perdu contre Simon. Et il a fini, là, qu'est-ce qu'il a gagné? Vienne, là, récemment? Oui, Vienne. Ouais. C'est ça. Donc, le mec, il n'a pas arrêté de la saison. Il a un nombre de matchs incroyable, il n'a jamais arrêté. Premier Masters, compliqué, c'est une surface vraiment lente, hein, le Masters. Donc, il faut balancer du parpaing pour réussir à faire le point. Vous avez Thiem, Zverev et Cilic, qui eux ont déjà joué le Masters, qui ne sont jamais sortis des poules. Mais bon, Thiem, alors si je mettais peut-être une piécette sur quelqu'un qui sort des poules, pourquoi pas le Thiem, qui je trouve, peut-être grâce à cette parenthèse obligatoire de repos qu'il a eu après Wimbledon, pendant quasiment 3 semaines où il n'a pas pu jouer pour soigner, ça lui a permis peut-être de garder un peu de jus pour la saison. Voilà, parce que là, il était pas mal quand même, le Pépère. Je l'ai trouvé très bon contre Tchoric, gros match contre Sock. Un peu fatigué contre Kachanov, mais bon, Kachanov, faut quand même le bouger celui-là. Mais il est là, quoi. Il a prouvé qu'il était au-dessus. Puis il est en demi, quoi. Il est en demi, hein, le Thiem. Donc pourquoi pas? Zverev. Moi, j'ai un peu de mal avec Zverev. Ouais, je pense qu'il peut exploser. Ouais. Et Cilic aussi, énorme année. Et puis, est-ce que la finale de la Coupe Davis peut pas, à un moment, tu vois, se dire, il faut que j'en garde un peu sous la semelle, c'est la semaine d'après, machin, enfin... J'avoue que j'y crois pas trop. Il y a Nishikori, 2 fois été en demi-finale au Masters. Qui m'a un peu déçu quand même. Mais ouais. Mais lui aussi que j'ai trouvé fatigué. Pourtant, moi je trouvais qu'il joue pour actuellement son meilleur tennis. Ah bah oui. En plus, il n'est pas blessé. Depuis l'US Open, il joue incroyable. Ouais, depuis l'US, après Tokyo, il enchaînait. Finale, bon, il perd, voilà. Mais moi, je trouve qu'il joue son meilleur tennis. Donc, dans l'absolu, tu te dis qu'on se retrouve avec une finale Federer-Djokovic. Il y a des chances.
Ça pourrait être logique, à moins on espère que non, qu'il y en ait un qui se blesse ou je sais pas quoi, et qui alors là, ça fausse tout, mais c'est vrai qu'on pense à ce Federer-Djokovic en finale, et je vous avouerai que si jamais il y a une finale Federer-Djokovic, je n'arrive pas à croire à une victoire de Federer. Je n'y arrive pas. Je ne peux pas m'imaginer ça. Moi, Je trouve qu'il y a trop, comme il l'a dit au Basics, il est trop sur le fil. C'est un funambule là d'une espèce de tennis miracle qui est extraordinaire à son âge, il d'accord. prend tellement de risques. Mais on vous rappelle que là, le Masters, voilà, c'est un match tous les 2 jours. Mais il n'y a pas des premiers tours. Hein. Là, c'est comme tu l'as dit, c'est direct sur du très très lourd. Hein. Et le match Cilic-Djoko à Bercy, très bon aussi. Oui, oui. Ah oui. Cilic, mais je le surveille celui-là. Parce qu'il n'a rien fait depuis pas mal de semaines. Là. Et vraiment, je suis que le mec s'est posé un peu. Non. Alors, à sa décharge, quand tu regardes les défaites qu'il a eues, il a perdu sur Jarry, Copil et Struff. Que du massacreur de service. Des mecs qui font 2 mètres. Et à chaque fois, ça a été des scores accrochés. Ouais. Contre Jarry à Shanghai, il sert pour le match. Tu vois, donc... de frappe de balle, quoi. Voilà. Donc, il n'a pas perdu sur des mecs qui... Voilà. C'était des styles de jeu bien particuliers. Mais bon. Mais Cilic, pour moi, voilà, je pense que si je devais dessiner des demi-finales, bon, je ne connais pas les poules, hein, mais si je devais dessiner des demi-finales, je verrais bien un Djoko Cilic et un Federer Team, ou un Djoko Team et un Federer Cilic. Mais je dessinerais assez ça en demi-finale. Avec un Cilic, allez savoir. Hein. Je ne vois pas battre Djokovic, mais contre un Federer, ça peut le faire. Et histoire d'en terminer avec ce Masters, pour vous montrer à quel point Djokovic, pour moi, je ne suis pas fan du gars. Hein. J'adore le joueur. J'adore le joueur parce que je trouve ça extraordinaire ce qu'il est capable de faire. Le bonhomme me gêne un petit peu. Mais quand tu regardes les stats de ce mec, c'est quand même complètement dingue. Et j'ai regardé ses tête-à-tête. Ses tête-à-tête par rapport à tous ceux qui vont être là au Masters. Et puis par rapport aux meilleurs. Il doit être devant. Donc contre Nadal, c'est 27 victoires pour 25 défaites. Positif. Contre Federer, 25 victoires pour 22 défaites. Murray, 25 victoires pour 11 défaites. Wawrinka, 21 victoires pour 5 défaites. Del Potro, 15 victoires pour 4 défaites. Cilic, 16 victoires pour 2 défaites. Nishikori, 15-2. Isner, 8-2. Anderson, 6-1. Thiem, 5-2. Et Zverev, ils ne sont pas joués beaucoup, 1-1. Mais jamais en indoor. Et on se rend compte du niveau de ce mec. C'est hallucinant ce qu'il est capable de faire. Et il est revenu. Alors bon, on est tous d'accord pour se dire que, apparemment, s'il est revenu, ok d'accord, il y a eu ses petits problèmes physiques, tout ce qu'il veut avec son coude, là, son machin, mais je pense que le mec, ça y est, il a fait comme Federer, il s'est rebooté. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah, je pense qu'il va chasser. Il va chasser les records. Les tout là-haut, là. Parce qu'il n'y a plus que ça. Hein. Sinon, tu t'arrêtes de jouer. Le mec a tout gagné. Quel est l'intérêt? Donc, tu vas chasser le plus gros, les plus gros. Tiens, les grands chelems. Au niveau du prize money, c'est lui qui est devant. Il est à 120 ou 125 millions de dollars, un truc comme ça. Donc maintenant, c'est les records de tournoi. Alors, parlons de la Coupe Davis. Les gars, on s'inquiète ou pas? Oui, allez, on y va. Coupe Davis, on a quoi? 5 minutes? 5 minutes. Coupe Davis.